Napoléon Bonaparte, le plus grand conquérant de l'histoire. Empereur de France, génie militaire absolu qui a dominé l'Europe entière. Mais derrière les victoires éclatantes, se cache une vérité que les livres d'histoire préfèrent taire. Sa vie privée était un désastre complet. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les scandales, les trahisons, les humiliations, les échecs intimes de l'homme le plus puissant d'Europe. Des lettres obsessionnelles pathétiques aux rencontres qui duraient quelques minutes. De l'épouse qui le trompait avec tous aux maîtresses utilisées. Comment une nation entière a sacrifié une jeune femme pour séduire Napoléon? Comment son corps a été profané après sa mort honteusement? Moi c'est Théo, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. On commence maintenant. En 1795, Napoléon Bonaparte, à 26 ans, n'est qu'un jeune général pauvre, inconnu, sans avenir brillant, totalement inexpérimenté avec les femmes. Il rencontre Joséphine de Beauharnais à Paris dans un salon mondain. Veuve de 32 ans, 6 ans de plus que lui déjà. Joséphine est une femme du monde, expérimentée, habituée aux amants multiples, aux plaisirs parisiens raffinés, elle connaît tous les codes. Elle a survécu à la terreur. Son premier mari, le vicomte de Beauharnais, guillotiné en 1794, elle a échappé de justesse. Après la Révolution, elle vit de ses charmes, fréquente les salons, collectionne les amants influents, survit grâce à sa beauté restante. Napoléon tombe amoureux comme un adolescent désespéré et vierge. Il lui écrit des lettres enflammées, pathétiques, la supplie de l'épouser obsessivement. Les lettres de Napoléon à Joséphine sont d'une passion maladive effrayante. Anormal. Il écrit 0. Il écrit 1. Langage explicite pour l'époque, presque vulgaire. Il écrit « Tu es la pensée constante de ma vie. Sans toi, le monde est un désert où je suis seul. » Dépendance émotionnelle totale. Joséphine se moque de lui en privé avec ses amis. Elle le trouve ridicule, trop intense. Mais elle voit l'opportunité politique. Elle accepte finalement de l'épouser en mars 1796. Mariage civil, rapide, sans famille, elle arrive en retard volontairement à la cérémonie. Joséphine ment sur son âge dans le contrat de mariage, se rajeunit de 4 ans. Vanité féminine, même dans ce contexte politique. Napoléon ment aussi, se vieillit de 18 mois pour paraître plus mûr. Couple fondé sur les mensonges dès le premier jour. 2 jours après le mariage, Napoléon part commander l'armée d'Italie. Conquérir l'Autriche, il est fou amoureux, complètement aveuglé. Il lui écrit presque chaque jour du front italien, des lettres délirantes, obsessionnelles, pendant qu'elle reste à Paris et s'amuse terriblement. Joséphine profite de son absence pour avoir des aventures multiples avec des officiers, des politiciens. Elle le trompe constamment, sans gêne. Elle couche avec Hippolyte Charles, jeune hussard charmeur frivole. Leur liaison devient publique, notoire. Tout Paris en parle. Napoléon ridiculisé. Les journaux satiriques se moquent ouvertement. Des caricatures circulent montrant Napoléon cocu, son honneur public détruit, méchamment, cruellement. Napoléon en Italie reçoit des lettres anonymes cruelles, qui lui racontent tout en détail. Il est dévasté, pleure comme un enfant blessé. Il écrit la phrase devenue célèbre. 4. Certains historiens pensent qu'il aimait son odeur naturelle. Cette phrase révèle une obsession presque fétichiste troublante. Un besoin de la posséder dans son état le plus intime, sans artifice ni parfum. D'autres lettres contiennent des descriptions explicites de ce qu'il veut faire avec elle. Langage qu'on ne peut répéter ici, trop cru. Joséphine lit ces lettres et rit avec ses amantes scandalisées. Elle trouve Napoléon pathétique, obsédé. Mais il gagne, donc elle reste. Quand Napoléon rentre victorieux d'Italie en décembre 1797, il découvre enfin l'ampleur des trahisons de Joséphine. Confronte Hippolyte Charles directement. Il pourrait la répudier publiquement, la détruire socialement. Mais il est tellement épris qu'il lui pardonne. Faiblesse qui l'humilie profondément. Joséphine comprend qu'elle a un pouvoir absolu sur lui émotionnellement. Elle continue ses infidélités, mais plus discrètement, jouant avec ses sentiments. Elle dépense des fortunes en robes, bijoux, mobilier, endette Napoléon qui gagne pourtant des millions en pillant l'Italie conquise. En 1798, Napoléon part pour l'Égypte. Campagne militaire désastreuse, il emmène avec lui une maîtresse, Pauline Fourès, pour se venger symboliquement. Napoléon devient premier consul en 1799, puis empereur en 1804. Joséphine devient impératrice, mais leur couple est un mensonge complet, total. Le sacre à Notre-Dame en décembre 1804 est grandiose. Joséphine couronnée impératrice, mais leur lit conjugal est déjà séparé depuis longtemps.
À partir de 1804, Napoléon change complètement de comportement avec les femmes. Il devient cynique, brutal, presque vengeur contre toutes. Il prend des maîtresses ouvertement, dizaines de femmes, actrices, aristocrates, épouses de courtisans. Il les utilise comme des objets jetables. Mais sa méthode est révélatrice d'un problème profond physiologique. Ces rencontres intimes durent entre 2 et 5 minutes maximum, témoignages concordants. Les femmes qui ont été avec Napoléon racontent toutes la même chose exacte. Il était pressé, brusque, complètement égoïste, aucune tendresse. Son valet, Constant Wéry, écrit dans ses mémoires publiés en 1830 que Napoléon recevait des femmes entre 2 réunions ministérielles dans son bureau. La femme entrait discrètement, Napoléon fermait la porte à clé. Quelques minutes plus tard, il la raccompagnait lui-même, retournait travailler immédiatement. Aucune conversation avant ou après, aucun préliminaire, juste un acte mécanique, rapide, fonctionnel, comme une tâche administrative à cocher sur une liste. Les courtisans plaisantaient cruellement en disant qu'ils traitaient les femmes comme des batailles, rapidement et sans se soucier des pertes humaines. Cette rapidité excessive révèle probablement un problème physiologique. Éjaculation précoce chronique, incapacité physique à contrôler son excitation complètement. Mais Napoléon ne cherchait jamais à s'améliorer ou à satisfaire ses partenaires. Il considérait que son plaisir seul comptait, égoïsme absolu. Pauline Fourès, actrice parisienne surnommée Belle-Ilotte, devient sa maîtresse en 1798 pendant la campagne d'Égypte. Elle raconte tout après publiquement. Elle dit qu'il était, quote, 5, incapable de ralentir. Éléonore de Noël, autre maîtresse rencontrée en 1806, tombe enceinte rapidement, accouche d'un fils Léon en décembre 1806, preuve de fertilité. Ce fils illégitime prouve que Napoléon est fertile, donc le problème d'héritier avec Joséphine vient d'elle, information politique cruciale, explosive. Marguerite Georges, grande actrice tragédienne de la Comédie Française au sommet de sa gloire, couche avec Napoléon pendant plusieurs mois régulièrement. Elle raconte dans ses mémoires qu'il arrivait à minuit après des conseils, la prenait sans un mot, repartait 20 minutes après maximum. Elle se sentait utilisée comme une prostituée, payée en cadeaux luxueux, mais jamais traitée comme une femme digne de respect ou d'affection. Toutes ces femmes décrivent le même pattern exact. Napoléon incapable d'intimité réelle, utilisant le corps féminin comme exutoire au stress politique. Mais l'histoire la plus tragique reste celle de Marie Walewska, comtesse polonaise de 17 ans à peine, sacrifiée littéralement par sa nation. En janvier 1807, Napoléon arrive en Pologne après avoir écrasé la Prusse. Les aristocrates polonais voient une opportunité historique unique. Ils veulent l'indépendance de leur pays, occupé par la Russie depuis les partages de la Pologne de 1772 à 1795. Désespoir national total. Ils comprennent que Napoléon est influençable par les femmes belles. Ils cherchent la plus belle polonaise, trouvent Marie Walewska, perfection absolue. Marie est mariée depuis quelques mois seulement au comte Walewski, homme de 70 ans, mariage arrangé. Elle est pure, innocente, terrifiée. Son mari, le comte Walewski, accepte de sacrifier sa jeune épouse pour la cause nationale polonaise. Cynisme politique abject, révoltant. Les nobles polonais présentent Marie à Napoléon lors d'un bal officiel à Varsovie. Elle est magnifique, blonde, yeux bleus, innocente, paralysée. Napoléon est immédiatement obsédé, fasciné. Il envoie des lettres, des cadeaux coûteux, des menaces à peine voilées. Elle refuse courageusement d'abord. Les dirigeants polonais font pression psychologique terrible sur elle. Lui disent que le sort de la Pologne dépend d'elle, qu'elle doit se sacrifier. Le prince Poniatowski lui-même la supplie. Manipulation émotionnelle cruelle sur une jeune fille innocente. Marie cède finalement, pleurant toute la nuit. Elle se donne à Napoléon, relation qui va durer 3 ans. Elle tombe réellement amoureuse, tragiquement. Napoléon la traite mieux que ses autres maîtresses. Il semble avoir des sentiments réels, mais reste incapable de véritable engagement émotionnel. Marie devient enceinte en 1809, accouche d'un fils, Alexandre Walewski, en mai 1810. Napoléon reconnaît l'enfant comme sien, cette fois officiellement. Mais quelques mois après la naissance, Napoléon divorce de Joséphine en décembre 1809. Cherche à épouser une princesse royale pour consolider. Il abandonne Marie Walewska complètement, ne répond plus à ses lettres désespérées, elle est détruite psychologiquement, utilisée puis jetée froidement. La Pologne n'obtiendra pas son indépendance malgré le sacrifice de Marie. Napoléon trahit sa promesse, politique pure, sans sentiment aucun.
Marie Walewska restera fidèle à Napoléon jusqu'à la fin. Elle le visite à l'île d'Elbe en 1814, puis meurt jeune en 1817, cœur brisé. Son fils Alexandre deviendra ministre des Affaires étrangères sous Napoléon III. Ironie de l'histoire, le fils du sacrifice devient puissant. Mais pour Marie, jeune fille sacrifiée à 17 ans, utilisée politiquement, amoureuse d'un homme incapable d'aimer, vie tragique gâchée totalement. En 1810, Napoléon divorce donc de Joséphine, qui n'a pas pu lui donner d'héritier légitime. Elle est dévastée, malgré ses propres infidélités. Il épouse Marie-Louise d'Autriche en avril 1810. Archiduchesse de 18 ans, petite nièce de Marie-Antoinette guillotinée, arrangement politique pur. Marie-Louise est élevée toute sa vie pour haïr Napoléon. On lui a raconté qu'il est un monstre, un ogre corse. Elle le craint terriblement. Le mariage est célébré par procuration à Vienne en mars. Elle arrive à Paris terrifiée. Napoléon la prend violemment le soir même. Marie-Louise confie à ses dames d'honneur autrichiennes qu'elle trouve Napoléon répugnant physiquement, qu'elle subit leurs moments intimes comme torture. Elle écrit à son père, l'empereur d'Autriche François Ier, qu'elle pleure chaque nuit, supplie qu'on la ramène à Vienne, permission refusée. Elle tombe enceinte immédiatement, accouche en mars 1811 du roi de Rome, héritier tant attendu, Napoléon au sommet de sa gloire politique. Mais Marie-Louise déteste Napoléon profondément. Elle attend juste sa chute. Quand il perd à Waterloo 1815, elle retourne en Autriche immédiatement. Elle refuse de le suivre en exil, abandonne son fils aussi. Épouse ensuite le comte de Neipperg, officier autrichien. Trahison publique totale. Elle aura 3 enfants avec Neipperg, vivra heureuse en Italie, ne reverra jamais ni Napoléon ni leur fils. Indifférence complète, cruelle. Le roi de Rome, Napoléon II, mourra à 21 ans en 1832 de tuberculose, abandonné par sa mère, symbole tragique de l'échec. Napoléon meurt en exil sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821, à 51 ans seulement. Malade, déprimé, abandonné par tous. Son corps est autopsié par le docteur Francesco Antomarchi le lendemain pour déterminer la cause de la mort, cancer de l'estomac probable. Mais pendant cette autopsie, se produit un événement qui va créer une légende macabre persistante encore aujourd'hui, troublante, très bizarre. Selon certains témoignages, un assistant aurait prélevé une partie anatomique intime de Napoléon comme souvenir, pratique morbide de l'époque. Cette partie aurait été conservée puis vendue discrètement à des collectionneurs. Des ventes aux enchères documentées en 1916, 1969, 1977 existent. Aujourd'hui, cet artefact appartiendrait à un collectionneur américain privé, conservé dans des conditions spéciales, légende troublante, persistante, vérifiable. Napoléon Bonaparte a conquis l'Europe, dominé des nations, commandé des millions de soldats, mais n'a jamais conquis l'amour véritable, profond. Joséphine l'a trompé constamment pendant des années. Marie Walewska a été sacrifiée, puis abandonnée cruellement. Marie-Louise l'a haï et trahi. Ces dizaines de maîtresses racontent toutes la même histoire. Un homme pressé, brutal, incapable de tendresse, utilisant les corps sans âme. La seule femme qu'il a vraiment aimée passionnément, Joséphine, ne l'a jamais aimé en retour sincèrement. Ironie tragique, cruelle de sa vie. Son obsession maladive pour Joséphine révèle un homme profondément insécure, malgré son génie militaire, cherchant validation constante, désespérément, inutilement. Quand elle l'a trahi, il est devenu cynique, vengeur, multipliant les conquêtes féminines comme pour prouver sa virilité, sa valeur masculine. Mais ses conquêtes étaient creuses, mécaniques, sans plaisir réel pour personne. Juste un homme blessé qui se venge sur d'autres innocentes. À la fin, seul, en exil abandonné, Napoléon a payé le prix de son incapacité à aimer vraiment, sincèrement, profondément, durablement. L'histoire retient le grand conquérant, l'empereur glorieux, le stratège, mais oublie l'homme fragile qui pleurait en lisant les lettres de Joséphine. Oublie le mari cocu, ridiculisé par tout Paris, l'amant maladroit qui ne durait que quelques minutes, le père qui abandonnait ses enfants illégitimes. Oublie l'homme qui a utilisé des dizaines de femmes comme objet jetable, qui a brisé des vies, qui a trahi des promesses sentimentales. La grandeur militaire ne compense pas l'échec humain personnel. Napoléon était grand sur le champ de bataille, mais petit dans le cœur.